Voilà. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces entretiens mortels, des entretiens que je réalise avec des personnes dont j'estime le travail, dont l'expérience, les réflexions éclairent mon chemin de compréhension sur ce que c'est que la mort et l'actualité dans laquelle on vit. Et dans ces temps où l'actualité législative fait que la loi Falorni sur l'aide à mourir est en train d'être a été votée au Parlement par les députés et va ensuite aller faire la navette parlementaire vers le Sénat. Je pense qu'il est intéressant que la société civile et les corps intermédiaires s'emparent de cette question. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurent Montesino, le docteur Laurent Montesino. Bonjour Laurent, tu vas bien? Salut Louis, merci Bonjour. de ton invitation. Oui, alors on ne va pas mentir à nos auditeurs, on est amis par ailleurs dans la vie quotidienne, et donc je vais me permettre de te tutoyer sans faire semblant. Et je te reçois aujourd'hui pour discuter de à la fois de cette loi Falorni, mais plus largement de tout ce qui concerne la fin de vie à l'hôpital, en dehors, dans la vie quotidienne, qui est quelque chose qui est un peu évacué de nos préoccupations au quotidien et qui pourtant, toi, est presque au cœur de ton métier. Est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton métier ? Alors je suis réanimateur depuis à peu près 25 ans et tout au long de ma carrière, je me suis toujours intéressé aux problèmes de la fin de vie et qui constitue qui fait vraiment partie de ma pratique quasi quotidienne de réanimateur. C'est vraiment une question que je qualifierais d'existentielle pour moi. Ouais, tu es médecin réanimateur et c'est au cœur de ton activité quotidienne de soins. Comment ça se fait la mort est présente en réanimation dans quelle mesure? Combien de patients meurent à peu près dans un service de réanimation par semaine, on pourrait dire, ou par mois? Je dirais que sur une année, il y en a 1 sur 3, à peu près 30%, et c'est le taux de mortalité qu'on peut retrouver dans l'ensemble des réanimations en France, tout au moins. Ils meurent parce qu'on n'arrive pas à les soigner ou parce qu'on décide que ça va s'arrêter? Dans la majorité des cas, ils meurent parce qu'ils ont des pathologies trop graves et qu'on n'arrive pas à les soigner, comme tu dis. Et dans un certain nombre de cas, assez limités, mais qui existent malgré tout, ils meurent parce que, toujours la même chose, on n'arrive pas à les soigner, mais je dirais qu'on n'arrive pas à les soigner, mais que c'est au cours d'un processus de fin de vie. C'est-à-dire que c'est le cas de patients qu'on maintient artificiellement en vie, avec tous les processus de réanimation que tu connais très bien, mais qu'on n'arrive pas à guérir. C'est-à-dire que parfois on a tout plein de machines, on est capable de faire énormément de choses, mais on sait que ça va aller nulle part ou vers un handicap très sévère ou des choses comme ça, c'est ça? Ou même qu'on ne va pas y arriver, qu'on va juste ne pas finir de mourir pendant 3 semaines, 1 mois dans d'atroces souffrances. Et là, c'est nous qui décidons d'arrêter les frais. C'est ça. Il est des cas où on sait qu'on ne pourra pas sortir le patient de la réanimation, qu'on ne pourra pas, in fine, parvenir à le guérir. Et dans ces cas où l'on maintient artificiellement les patients en vie, c'est là que commence le processus de prise en charge palliative de la fin de vie. Comment ça se passe en pratique dans la réanimation? Alors, comment on décide ça? Qui le décide? Ça se passe, c'est d'abord discuté de façon non formelle entre les médecins et les soignants qui s'occupent du patient. Un médecin soignant demande pour un patient à ce qu'il y ait une discussion éthique. Cette discussion éthique, on appelle ça un staff éthique, est réalisée en la présence de l'ensemble des médecins du service présents un jour donné, en la présence d'un médecin qui connaît le patient extérieur au service
et dans la présence d'un psychologue. Tout au moins, enfin, ça peut diverger en fonction des réanimations des équipes, mais c'est ce qui est réalisé dans le service où je travaille. Et en la présence des soignants, infirmières, aides-soignants, qui ont pu prendre en charge ce patient, kiné, voilà. Donc la personne qui a fait la demande du staff, de la réunion éthique, va présenter le cas du patient, ses antécédents, sa vie personnelle, l'état dans lequel il était avant de rentrer, l'état clinique actuel dans lequel il se trouve, et il expose la problématique, qui est généralement celle d'un patient qu'on ne peut plus parvenir à guérir, mais qu'on maintient artificiellement en vie à l'aide de tous les moyens dont on dispose en réanimation, qui vont comprendre un respirateur, de la ventilation artificielle, mécanique, des drogues pour soutenir la pression artérielle, et voilà, tout un tas d'autres produits qui permettent de garder le patient en vie, alors que, malgré tout, il n'y a plus aucune progression de son état clinique, qu'on voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc cet état clinique est clairement exposé, et la personne qui a demandé la réalisation de la réunion éthique présente ses motivations, qui sont généralement celles que je viens de citer. Et à partir de là, la discussion va commencer. Donc on va pouvoir proposer pour ce patient une limitation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on peut ne plus incrémenter le degré de réanimation, on peut décider de ne plus recourir à une dialyse, plus de passage au bloc opératoire, plus de transfusion. On peut limiter le niveau de drogue qui va le maintenir en vie, on peut limiter la ventilation en n'allant pas dans des modes ventilatoires qui vont s'avérer trop violents, trop importants. Et donc ça, c'est une première phase. Et en disant, ben voilà, soit le patient s'améliore avec les thérapeutiques qu'on lui apporte, soit... mais s'il se continue à se dégrader, on ne le réanimera pas plus. On peut décider d'enlever des supports, c'est-à-dire qu'on va le laisser, le patient, sous respirateur, mais qu'on va lui diminuer progressivement les drogues qui maintiennent sa pression artérielle, et on ne les reprendra pas, ou on lui donne plus, on va pas traiter de nouvelles infections, on va plus lui donner d'antibiotiques, par exemple. Et puis, on peut décider, quand vraiment on est persuadé que non seulement le patient n'a aucune chance de sortir de réanimation, de guérir, mais qu'en plus, il est dans un inconfort important, on peut décider de rentrer dans un processus de fin de vie avec un arrêt des thérapeutiques actives. D'accord, donc à l'initiative d'un des soignants, on réunit ce staff éthique, cette réunion finalement pluridisciplinaire, collégiale, une procédure collégiale, pour discuter du cas du patient, à la fois du côté technique, mais du côté pronostic aussi, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et puis on se met d'accord sur jusqu'où on va, est-ce que ça a un sens, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter les choses, quoi. Et on décide, et on écrit dans le dossier, techniquement, on arrête ça, on n'ira pas au-delà de telle dose, etc. C'est ça? C'est exactement ça. Est-ce que cette discussion, elle peut donner lieu à parfois des discussions houleuses? Et puis, quelle est la place, j'ai deux questions, quelle est la place du patient là-dedans? Est-ce qu'il peut donner son avis d'une manière ou d'une autre? Et quelle est la place de la famille? Alors, pour ce qui est des discussions houleuses, c'est extrêmement rare. Parce que généralement, quand un soignant propose la réalisation d'une réunion éthique, c'est que beaucoup y ont pensé avant et que le patient est véritablement en bout de course. Après, il peut y avoir
une personne qui, dans l'assemblée, dans la réunion, considère qu'on ne s'est pas laissé suffisamment de temps. Et si une personne pense ça, on continue. On continue, on en rediscute, on se laisse du temps et éventuellement on refait une autre réunion, le cas échéant, plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la famille, il est bien évident que on les avise qu'on va réaliser cette réunion. Voilà. Et on prend la température, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaye de connaître leur avis. L'idée est de ne jamais aller contre l'avis des familles, de toujours faire ça avec leur accord, en accord avec eux, sous forme d'accompagnement. Et tu m'as demandé la troisième chose. Le patient lui-même, est-ce qu'il peut avoir... Le patient lui-même, en réanimation, il est généralement pas en état de pouvoir discuter ou souvent même de comprendre. Mais dans les rares cas où les patients étaient conscients et en possession de leurs moyens, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a été effectué avec leur accord, après leur accord, toujours. Donc là, ça a l'air de se passer plutôt bien, en fait, ces fins de vie, et d'être assez bien codifiées par l'arsenal législatif et réglementaire, à la fois au niveau national, mais comme dans les services, quoi. C'est ce que tu constates, c'est que ça se passe bien ou... C'est exactement ça, c'est-à-dire que depuis l'apparition de la loi Leonetti qui encadre la fin de vie dans le milieu hospitalier, les choses ont considérablement changé. On pouvait, il y a quelques années, en tout cas moi j'ai été témoin de ce genre de choses, de rares fois au début de ma carrière, on pouvait voir des gens qui pratiquaient, ou des équipes, ou même des personnes isolées, on pouvait les voir pratiquer des injections létales, hein, je ne trouve pas d'autres mots, des gens qui décidaient un peu de leur propre chef de mettre fin à la vie d'un patient. Ouais, il est évident que c'était toujours un patient qui était dans un état extrêmement affaibli et pour lesquels il n'y avait aucune chance d'espérer une issue favorable, mais malgré tout, les choses pouvaient être effectuées par un médecin tout seul dans son coin. Mais depuis la loi Leonetti, les choses ont complètement changé. On fait systématiquement des réunions éthiques et le moment de la fin de vie est managé, si je puis dire, de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on ne pratique plus d'injection létale, absolument jamais. On retire les supports qui maintiennent le patient, je dirais, artificiellement en vie. C'est-à-dire qu'on va lui retirer des drogues qui maintiennent sa pression artérielle élevée, ce qui va forcément conduire à une chute de sa pression artérielle, qui est susceptible d'entraîner son décès. On va retirer un respirateur, donc, ce qui va là aussi finir par provoquer le décès du patient. Mais les choses vont être faites en assurant le confort du patient. C'est-à-dire que on va placer des perfusions continues de petites drogues, de petites doses de drogue qui vont être anxiolytiques, décidément, mais qui, malgré tout, auront un effet sédatif, ou des doses de drogue antalgiques qui auront aussi un effet sédatif et un effet inhibiteur de la fonction respiratoire. Mais ces drogues sont mises à petite dose et il est hors de question de faire une injection massive qui entraînerait directement le décès du patient. L'effet de ces drogues est avant tout d'assurer son confort en acceptant le fait que ça va accélérer sa fin de vie. Voilà. Et ceci est fait en présence de la famille, si elle le souhaite. Généralement, c'est le cas.
Et dans la majorité des cas, le patient est extubé, c'est-à-dire qu'on lui enlève la sonde qu'on avait mis dans sa trachée qui permettait de le ventiler, de façon à le remettre dans l'état le plus naturel possible et lui accorder une fin de vie la plus digne possible en présence de ses proches, à partir du moment où on sait qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Donc ça correspond finalement à arrêter tout ce qui semblerait futile à l'équipe médicale et paramédicale, tout ce qui amènerait pas à une guérison mais qui prolongerait inutilement une agonie ou une souffrance. Finalement, on a l'impression que ça prémunit très bien de l'obstination déraisonnable, de l'acharnement thérapeutique. Mais est-ce que de l'autre côté, ça pourrait aboutir parfois à faire partir des gens sans se donner tous les moyens possibles pour les réanimer efficacement? Je pense à parfois certaines ambiguïtés qu'il y a, notamment avec des patients qui auraient eu des traumatismes crâniens ou des accidents vasculaires cérébraux, et où le pronostic neurologique, pour les familles, est très difficile, pour les soignants aussi, et le patient, sur le reste de son corps, ne va pas si mal que ça, et où, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on se donne des semaines, des mois? Le problème ne se pose pas dans ces cas-là, parce que quand le reste du corps ne va pas si mal que ça, comme tu dis, on n'est pas dans une fin de vie, on est dans un coma chronique. Et à partir du moment où le patient peut assurer ses fonctions vitales, la question ne se pose pas. Ce patient, il va aller dans un lit de médecine, dans un centre de soins palliatifs où il va avoir tous les soins, mais personne ne mettra fin à sa vie. Enfin, dans tous les cas, personne ne met directement fin à la vie des patients, mais ce patient continuera à être nourri, on lui fera des soins de confort, on s'occupera de son corps. Et en revanche, si il venait à se dégrader de nouveau, à présenter une pathologie qui nécessiterait une prise en charge réanimatoire avec des supports importants comme de la respiration artificielle, de la ventilation mécanique, on n'y recourrait pas. Voilà. Mais dans ce cas-là, le patient, on continuera à s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il puisse éventuellement se réveiller ou alors à ce qu'il présente une complication intercurrente qui mette fin à ses jours. Donc on enlève la dialyse, on enlève l'intubation, la ventilation mécanique, les drogues vasoactives, les antibiotiques. Mais par contre, on continue les soins, on continue, comme tu dis, à prendre soin du corps. Donc il y a un arrêt de certaines thérapeutiques, mais le patient n'est pas abandonné, laissé dans l'indifférence générale. Le patient est toujours hydraté, il est toujours nourri. Et il a des soins de confort, on va prévenir ses escarres, on va lui faire sa toilette tous les jours, on va passer le voir tous les jours. Voilà. Le patient reste dignement pris en charge, si je puis dire. D'accord, alors ça c'est ce qui se passe en réanimation et on a l'impression qu'il y a eu une évolution depuis quelque chose que tu décrivais un peu comme des pratiques un peu Far West de praticiens isolés pour aboutir à une culture de la discussion, de pluridisciplinaire et collégiale qui fait que les décisions sont prises et la responsabilité est prise de manière collective avec un lien avec les familles en prenant la température régulièrement et en essayant d'accompagner ça le mieux possible. Pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin de légiférer? Est-ce qu'il y a... Alors, effectivement, la grande différence, c'est que le fait de travailler en équipe et de réfléchir en équipe à la fin de vie d'un patient, ça permet effectivement que ce soit une responsabilité partagée et puis de s'assurer qu'on a vraiment fait le maximum pour le patient, que les choses ne soient pas faites de façon isolée, qu'il n'y ait pas de décision intempestive. Il persiste toujours une espèce d'ambiguïté qui est que quand on arrête un respirateur, on sait très bien que le patient va mourir.
Et on pourra nous rétorquer que c'est quelque chose de violent, que ça pourrait être considéré comme une forme de fin de vie brutale. Mais en fait, non. On arrête un support, on arrête de maintenir artificiellement en vie un patient. C'est pareil pour l'arrêt des drogues ou pour l'arrêt de la dialyse ou pour l'arrêt de toutes les autres mesures qui supportent le patient. En anglais, on dit support, justement. Ce sont des mesures qui, si on les poursuivait, conduiraient à de l'acharnement thérapeutique. Au bout d'un moment, on voit que le patient ne va plus s'en sortir, on arrête de le maintenir artificiellement en vie. Effectivement, ça va produire son décès, on le sait, c'est très clair, et on essaye de faire en sorte que ce décès se passe le plus dignement possible. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune raison, à mon sens, de légiférer sur la fin de vie. Cette loi a véritablement changé les choses. Elle a permis d'aboutir à des pratiques humaines. On parle de la loi Leonetti. Hein. Tout à fait. Des pratiques humaines, dignes, assez standardisées en plus. Et ça a été un progrès majeur dans la prise en charge de la fin de vie. Et il faut savoir que dans les centres de soins palliatifs, c'est un peu ce qui est effectué aussi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les patients ont beaucoup moins de support qu'en réanimation, forcément. Mais on rencontre là des patients en fin de vie porteurs de pathologies extrêmement lourdes, des cancers multimétastasés pour lesquels il n'y a absolument aucun recours thérapeutique. Et les patients finissent par arriver à la fin de leur vie dans un état d'inconfort. Et à ce moment-là, on va essayer d'assurer le confort avec un petit peu les mêmes produits que ceux utilisés en réanimation, des antalgiques très puissants, de la morphine, des anxiolytiques, et on assure le confort du patient. Et on sait que d'utiliser de tels traitements va forcément accélérer la fin de la vie, mais on ne la produit pas, on ne la précipite pas. On sait qu'elle va être accélérée, mais on laisse malgré tout le patient partir de manière naturelle, généralement toujours avec l'accord de la famille, entouré de sa famille, et dans les conditions les plus dignes possibles. Et moi, à titre personnel, avec toute cette expérience, et je peux dire que j'ai vu des dizaines et des dizaines de morts, malheureusement, dans ma carrière, et que j'ai dû gérer et faire face à de très nombreuses situations de fin de vie, parfois compliquées. Depuis que cette loi est arrivée, les choses se sont considérablement simplifiées, le respect pour les patients a beaucoup augmenté, et il y a, à mon sens, absolument aucunement la nécessité de légiférer et de créer une nouvelle législation pour la fin de vie. Ces pratiques, selon toi, donc, elles sont finalement assez similaires en cancérologie, en soins palliatifs, en réanimation. Cette culture finalement de réussir à lâcher prise, à passer en mode palliatif, on pourrait dire, comme diraient les jeunes, et à accepter que maintenant c'est autre chose qui se joue, c'est plus essayer de guérir, c'est essayer d'accompagner dignement, avec humanité, un patient et sa famille. Finalement, les moments où ça se passe mal seraient plutôt des exceptions. C'est rarissime, ça se passe mal. Et pourtant, continuer à avoir une sorte de demande d'aide à mourir dans un contexte de souffrance importante où les gens ne sont pas en soins palliatifs, pas en réanimation, pas en oncologie, mais par exemple atteints de maladies neurodégénératives comme une sclérose en plaques très avancée ou une maladie de Charcot ou bien ce genre de choses-là. On a l'impression que la loi qui est en train d'être votée, elle concerne ces patients-là et puis peut-être d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, pour ces pathologies rares mais gravissimes, et c'est aussi le cas des patients
qui sont porteurs de cancers incurables et extrêmement avancés. Là encore, à mon sens, le problème ne se pose pas. Parce que si on accompagne les patients, un accompagnement psychologique, physique, antalgique, si on s'en occupe, si on gère la douleur, si on gère l'anxiété, et si on assure leur confort dès le départ de leur pathologie, si on met en place une structure de soins complète, bien organisée, ils vont en arriver progressivement à la fin de vie. Et là, on va se retrouver dans la situation que je viens d'évoquer. Mais le problème, c'est que les patients... Alors, il n'est pas toujours évident d'avoir les moyens de pouvoir pratiquer ça, parce que les centres qui le font sont trop rares, les centres de soins palliatifs, ou les services médicaux dédiés à ce genre de choses. Ils n'ont pas de budget, pas de moyens. Mais voilà, les gens qui sont atteints de ce genre de pathologie sont souvent dans un état d'angoisse majeure et se disent « Non, je ne vivrai pas ça. Je n'accepterai pas de me retrouver dans un état pareil. » Mais généralement, ils ont ce genre de réflexion avant la prise en charge de leur pathologie, avant une bonne prise en charge. À partir du moment où ils sont bien pris en charge, le problème est totalement différent. Parce que le confort est assuré, parce que le soutien psychologique est assuré, parce que l'aide est assurée. Et leurs conditions de vie vont être les moins mauvaises possibles jusqu'à la fin. Mais souvent, les patients qui veulent mettre fin à leur jour, c'est juste, généralement, assez rapidement après la découverte de la pathologie, ils disent « Non, moi, je ne veux pas vivre ça ». En fait, ils ne l'ont pas vécu. Ils sont dans l'angoisse, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont allés se renseigner sur Internet, parce qu'ils ont discuté autour d'eux. Mais à partir du moment où ils sont bien pris en charge, les choses se passent très bien et ces patients d'habitude ne demandent pas à recourir. Alors, il y a peut-être... Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, évidemment, mais ces patients ne veulent pas recourir à des processus actifs de fin de vie de type euthanasie. Oui, parce que c'est le cœur de cette loi qui s'appelle Aide active à mourir, c'est le suicide assisté et l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser autour de soi toutes les conditions possibles pour pouvoir se suicider, et donc un pharmacien, un médecin, des soignants fournissent le matériel, les produits, le comprimé ou la perfusion nécessaire à ce que ça se passe. C'est le suicide assisté. Et l'euthanasie, ce serait que le patient demande à quelqu'un d'autre de le faire mourir parce que ça devient insupportable. De ce que tu viens de me dire, je comprends qu'au fond, cette loi serait une façon de ne pas doter les soins palliatifs et de dire c'est quand même plus simple d'en finir que d'accompagner correctement les gens qui sont dans des souffrances importantes. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut tout à fait envisager. Parce que tu parles de suicide, justement. Et comme tu le sais, en réanimation, on traite un bon nombre de suicides chaque année, de gens qui tentent de mettre fin à leur jour et qui sont finalement découverts par un ami, un voisin, un parent. Le SAMU est appelé, ils sont finalement réanimés. Et la grande majorité de ces gens ne se suicident plus par la suite. Et parfois même vont trouver dans leur prise en charge un regain de vie qui va leur permettre d'effectuer des changements et retrouver une véritable joie de vivre. Alors, parce que, en fait, à partir du moment où on décide de demander une euthanasie, c'est-à-dire de mettre fin à ses jours, c'est pas comme quand un patient veut se suicider. C'est une décision qui va aboutir dans 100% des cas au décès. Et si le patient, comme la majorité des patients qui se suicident, n'était pas
dans de bonnes conditions psycho-affectives au moment où ils ont pris cette décision, là, ils n'auront pas de seconde chance. Généralement, les gens qui veulent se suicider, et même les suicides qui sont prémédités, qui ne sont pas impulsifs, même les gens qui décident de se suicider, quand ils le font et que finalement on les réanime, eh ben, il est rare qu'ils s'en plaignent. Ça leur permet généralement de rebondir. Alors que là, la personne qui va se lancer dans un processus d'euthanasie, c'est terminé. Ça, c'est quelque chose... Ça fait se poser des questions. Alors, si on considère que l'euthanasie est quelque chose de louable et d'utile, faut-il continuer à réanimer les suicides? Oui, ou même à faire de la psychiatrie, puisqu'une grosse partie de la psychiatrie, c'est de soigner les dépressions, les gens qui auraient des idées suicidaires. Il y a des équipes d'intervention en urgence pour les risques suicidaires accrus, de gens qui sont au bord d'une fenêtre ou au bord d'un pont. C'est-à-dire que tout ça, ça n'a pas de sens au fond. Exactement. Et puis, c'est la porte ouverte à beaucoup d'excès, à beaucoup d'abus. Parce que, alors, on va permettre à des gens qui le demandent sans trop savoir dans quelles conditions de pouvoir avoir une aide pour mettre fin à leur jour de façon certaine. Mais après, on peut très rapidement élargir ça à des personnes qui ne sont pas capables de demander, à entrer dans un processus d'euthanasie parce qu'ils n'ont pas tous leurs moyens, des personnes très âgées démentes, et on peut l'élargir. On peut imaginer très facilement que d'autres personnes puissent faire cette demande pour le patient. C'est-à-dire que pour le moment, on pourrait dire que ce sont des gens avec des cancers ou une maladie de Charcot en phase terminale, où les gens font des fausses routes ou ont une trachéotomie. Mais à partir du moment où on aurait mis le pied dans la porte d'une possibilité de donner la mort, il y a comme un verrou qui saute, quoi. Ah, complètement, complètement. Parce que ce qui peut s'en suivre, c'est qu'on décide d'euthanasier voilà, des personnes âgées qui n'ont plus tous leurs moyens, toutes leurs facultés, et puis pourquoi pas des patients handicapés. Et puis, si on en arrive là, après la porte risque de s'entrouvrir encore plus, et on peut considérer que on pourrait envisager de pratiquer des euthanasies chez les personnes porteuses de pathologies psychiatriques. Et là, qui est porteur de pathologie psychiatrique, qui est véritablement sain d'esprit, comment va-t-on le déterminer? Ce ne sera pas eux qui vont prendre la décision. On va dire, il est fou, il est incurable, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, il faut l'euthanasier. Mais on peut aller encore plus loin et considérer que si un individu a un type d'attitude donnée ou tient des propos qui paraissent pas cohérent pour le plus grand nombre, c'est un fou. Et à ce moment-là, il faut quand même considérer que dans l'histoire, il y a eu de nombreux précédents. Il y en a eu évidemment dans l'Allemagne nazie, mais c'est quelque chose qui date au moins du début du siècle. Ce sont des idées qui sont là, qui sont rémanentes, et il y a eu beaucoup. On a régulièrement tenté de pratiquer des euthanasies dans le milieu des handicapés ou dans le milieu psychiatrique. Ça a été fait. Donc, ma grande peur, c'est que on en revienne à ce genre de choses. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce que il faut considérer que les gens qui ont voté cette loi ne connaissent pas véritablement le problème, ils ne l'ont pas vécu. Ils ne sont pas médecins et ils n'ont pas eu, pour la plupart, ils n'ont pas eu
à vivre généralement ce genre de situation. Donc ils vont légiférer sur un problème qu'ils ne connaissent pas et qui est un problème majeur parce que ça touche directement la vie des gens. Et à partir d'une... Qui a énoncé la nécessité de mettre au point une loi comme ça? Pourquoi maintenant, là? Là, ce dont on aurait besoin, c'est des centres de soins palliatifs, c'est de donner des moyens aux établissements psychiatriques, de créer des réseaux de prise en charge. On aurait besoin de tout ça. On n'a certainement pas besoin d'une loi qui arrive on ne sait d'où, et qui risque d'aboutir à des excès absolument effrayants. Alors on sait un peu d'où, parce qu'il y a des associations comme la DMD, Association au droit à mourir dans la dignité, ou l'obédience du Grand Orient chez les francs-maçons, qui travaillent chaque année à essayer d'avancer ces projets de loi. C'est pas... c'est pas impossible à dire, hein. On peut dire il y a des gens qui sont volontaires, hein. Olivier Falorni en fait partie, ça fait des années et des années qu'il essaye de présenter son projet de loi, et donc il y a des séquences fin de vie régulièrement. On voit que cette loi qui est passée là tout récemment fin mai avait déjà été présentée milieu d'année dernière, fin d'année dernière, et c'est les remaniements parlementaires qui ont fait qu'elle a été décalée. Mais c'est un débat qui revient souvent, comme si de manière lancinante il y avait une préoccupation autour de la mort, autour de l'utilité de certains dans cette société aussi. Moi, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que, comme tu le dis, hein, ces associations, elles ont toujours existé, elles existent depuis des dizaines d'années. Hein. Il y a des gens qui prêchent pour ce genre de choses. Mais là, il y a eu une nouveauté. Cette nouveauté, ça s'appelle le Covid. Ça a complètement révolutionné les pratiques. On en est arrivé à faire des choses qu'on n'avait absolument pas l'habitude de faire avant, et on en est arrivé à faire des choix, c'est-à-dire à considérer que tel patient âgé, porteur de tares avancées, ne pouvait pas bénéficier de la réanimation, par exemple, tu vois, devait rester on a vu, on a pu constater l'utilisation de produits sédatifs dans les EHPAD pour les gens qui étaient porteurs de cette pathologie, et on sait que ces produits-là ont accéléré la fin de vie de ces patients. Ce sont des faits. Sans qu'il y ait de demande de leur part, sans qu'on soit dans le contexte d'une procédure collégiale. Alors l'idée était, on ne va pas discuter longuement là-dessus. L'idée était de limiter la contamination, des choses qui pouvaient paraître louables peut-être au départ, mais en tout cas, on a vu apparaître des choses qu'on n'avait absolument pas l'habitude de faire avant. Et moi, j'ai le sentiment que cette loi sur l'euthanasie, c'est un petit peu la continuité de ces divergences de pratiques qui se sont produites depuis l'apparition de la Covid. Parce que, écoute, on fait le même métier, hein, je pense que... Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais c'était pas... Ça n'a jamais été une préoccupation pour nous en tant que soignants, réanimateurs, l'euthanasie avant, ou dans le milieu médical, parmi les médecins autour de nous. Mais là, on a l'impression que c'est produit quelque chose de nouveau. Une transgression, quelque chose de l'ordre d'une transformation de notre rapport aux patients. C'est ce que mettent en avant certaines associations, c'est que cette loi va transformer le rôle du soignant, qui est normalement en charge de défendre la vie. Là, c'est tout autre chose. Là, on a oui, c'est un dévoiement de la fonction de soignant. Hein. C'est pour moi quelque chose de terrible. D'ailleurs, dans le serment d'Hippocrate, j'ai plus la phrase en tête, mais il est marqué qu'on n'accélérera pas la fin de vie d'un patient. Hein. Faudrait le ressortir, ce serait intéressant. Enfin, c'est le serment que tout médecin
prête au début de sa carrière quand même. Et là, on va nous faire l'inverse de ce pourquoi on a prêté serment. C'est effrayant. J'ai l'impression que depuis le Covid, il y a une dérive des pratiques, et qu'on prend un tournant qui risque d'être qui risque d'être dramatique, et pour lequel il peut ne pas y avoir de retour en arrière. Donc c'est quelque chose qui ne répond, je le redis, à aucun besoin. Et ça, il faut... je suis désolé, mais j'ai l'expertise pour le savoir. Parce que c'est mon métier, que ça fait 25 ans que je le pratique, et que je me suis intéressé depuis le début de ma carrière à la fin de vie. Et à mon sens, il n'y a absolument aucune nécessité d'introduire maintenant ce genre de loi. Mais, et voilà, je le redis, ça me paraît avoir un rapport avec ces dérives qu'on a pu observer depuis la Covid. Ouais, donc tu nous dis que finalement il y aurait tout ce qu'il faut pour prendre en charge la fin de vie, l'agonie de manière digne, avec respect, qu'il y a à la fois tous les médicaments, toutes les procédures législatives, réglementaires, que tout est là, et que c'était la pratique justement de soins palliatifs qui avait réussi à acculturer petit à petit la réanimation, la cancérologie, la neurologie et la gériatrie et un petit peu tous les services. Et que là, il s'est passé quelque chose avec le Covid de l'ordre d'une espèce de sauter de verrou, quoi, de transgression, qui aboutit à une logique qui paraît plus utilitariste, plus une logique de grand nombre, une logique économique, quelque part. Merci, c'est le mot que je voulais prononcer, parce que oui, c'est ce qu'on peut craindre, c'est ce qu'on peut craindre de plus, une logique économique. Il est évident que pratiquer une injection létale pour un patient, ça va coûter 100 000 fois moins cher à la société qu'une véritable prise en charge multidisciplinaire dans des établissements adaptés pour ça. Et il est clair que d'un point de vue économique, il est 100 000 fois plus rentable de pratiquer une euthanasie que de prendre soin d'un patient comme il faudrait le faire, et en se donnant tous les moyens pour le faire. Là, il y a une perversion, parce que dans les discours publics qu'on voit dans les médias de grand chemin, on nous présente cette loi comme le primat de la liberté individuelle et en même temps de l'entraide collective, de serrer les coudes pour aider quelqu'un qui ne pourrait pas mourir par lui-même. Et donc on nous présente ça comme, au fond, quelque chose de désirable socialement, qui nous relierait les uns aux autres. De ce que tu me dis là, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est de l'individualisme forcené. C'est ça, on est exactement... Moi j'ai le sentiment que depuis quelques années, on est dans une période d'inversion des valeurs. Hein. Et je pense que là, on est les deux pieds dedans. Est-ce que les soignants autour de toi discutent de ce sujet? Est-ce que c'est une préoccupation parmi les médecins dans le service où tu travailles, ou dans les services où tu travailles? Je vais te dire, c'est assez simple. C'est moi qui ai parlé aux soignants avec lesquels je travaille de cette loi. Ils n'étaient absolument pas au courant. Les gens ne le savent pas. C'est très peu médiatisé, en fait. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Moi, je ne comprends pas que pour un sujet aussi grave, on n'ait pas au moins fait un référendum. Un référendum bien fait, avec des explications, des centres où les patients peuvent venir pour discuter avec des spécialistes, et qu'à la fin, on ait demandé à la population, en connaissance de cause, son avis. Mais là, on a le sentiment qu'on est en train de préparer cette loi sur l'euthanasie avec une grande discrétion. Personne n'en parle, hein. Les journaux en parlent très peu. Ça passe comme ça. Les soignants ne sont même pas au courant. Tu te rends compte? C'est quand même incroyable. Ah oui, ils sont concernés au premier chef. C'est les premiers. Et on n'entend pas parler de la loi ou des décisions, des discussions parlementaires.
Par contre, il y a comme un rouleau compresseur culturel qui est mis en place, Énorme. avec des séries télé, avec de la publicité parfois. Euh, Beaucoup de gens vont répondre à ton discours, mais regardez, ça se fait déjà dans d'autres pays, et ça se passe bien, non? Est-ce que tu as des retours d'expérience des autres pays où l'euthanasie, le suicide assisté ont été mis en place? Je n'ai pas personnellement de retour d'expérience. Donc je ne suis pas allé voir comment ça se passait, mais je ne suis pas non plus certain que ça se passe si bien que ça. Je pense que... Mais ce qu'il me semble, c'est que dans ces pays, les choses sont en train de s'élargir. C'est-à-dire qu'en Belgique et en Hollande, j'ai le sentiment qu'on envisage d'élargir la loi sur l'euthanasie. Pas seulement aux patients qui ont des pathologies médicales incurables et qui sont dans un état d'inconfort majeur, mais plus à des patients qui paraissent souffrir et qui n'ont plus toutes leurs facultés mentales. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en avance et que la dérive commence à arriver chez eux. Ouais, on nous présente sans cesse les choses comme une avancée, un progrès social, un progrès dans nos libertés, dans le respect de notre dignité jusqu'au bout. Pourtant, on n'a pas l'impression que le législateur ou les gouvernements successifs cherchent notre bien. Franchement. Donc, ce serait surprenant que d'un coup ils le souhaitent. Tu as souligné le fait que c'était une problématique médicale, mais que c'était une problématique économique, une problématique politique aussi. Tu as parlé du fait de faire un référendum. C'est une des intentions de nos discussions ici, c'est que les gens se saisissent de ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient mieux comprendre ce qui se passe? De se renseigner, déjà. De demander à connaître cette loi, qui est très obscure. Je suis pas certain, je ne suis pas arrivé à la retrouver entièrement, je ne suis pas certain que le consentement du patient soit absolument indispensable dans tous les cas. Donc je pense qu'il faut que, voilà, moi le premier, qu'on essaye d'avoir des renseignements très précis de façon à pouvoir avoir conscience de ce qui se prépare véritablement et de pouvoir le dénoncer beaucoup plus efficacement. Et puis, quand on est médecin, on apprend ce respect de la vie, tu vois, ce respect de la vie avant tout. La vie, c'est le plus beau cadeau qui nous a été fait. Et quelles que soient les convictions religieuses, même chez les patients athées, la vie, c'est notre chance. C'est notre plus grande chance de pouvoir parvenir au bonheur, de pouvoir parvenir à être des individus dignes, qui vont de pouvoir nous élever, de pouvoir aider les autres, de pouvoir partager, de pouvoir vivre, de pouvoir être dans la relation, dans l'échange. La vie, c'est tout. Et là, comme ça, sur un coup de tête, à la demande de quelqu'un d'autre, on pourrait nous ôter de façon certaine ce qu'on a, notre bien le plus précieux. Tu vois ? Et ça, c'est extrêmement choquant pour moi. C'est extrêmement choquant. C'est quelque chose qui est... Alors, et puis on n'est tellement pas logique. Alors, quelqu'un qui va avoir un pédophile qui a tué et violé plusieurs enfants, lui, il ne faut pas le tuer, hein, parce que la peine de mort est abolie. Mais là, on crée une loi sur l'euthanasie. Enfin, je ne comprends pas.
On nous a bassinés pendant des années en nous disant que la peine de mort c'était une horreur, qu'on ne pouvait pas comprendre ça, qu'on ne pouvait pas laisser à un individu une chance de changer. Faisons la même chose. Si un individu montre une volonté de mettre fin à ses jours, laissons-lui la chance de changer d'avis. Donnons-nous tous les moyens. Mais on ne se les donne pas. On les coupe, les moyens, on les supprime. Et on dit, ouais, c'est bon, vas-y. Tu veux te suicider? Inscris-toi. Ah, il y a un peu d'attente là quand même. Mais t'inquiète pas, d'ici 1 mois ou 2, c'est bon. Enfin, on marche sur la tête, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se déshumanise, j'ai l'impression qu'on perd nos valeurs, qu'on oublie notre condition humaine. C'est extrêmement choquant. Ouais, ça te choque dans tes valeurs, dans le bon sens, dans la cohérence, il n'y a rien qui colle. Et ça paraît presque comme un symptôme, finalement, cette loi, de là où on est, notre société occidentale à la dérive. C'est-à-dire, à la fois, il y a les risques induits par cette loi, tu les as soulignés, d'élargissement des conditions d'éligibilité, d'élimination des plus faibles, de pousser les gens vers le suicide assisté ou l'euthanasie pour des raisons économiques, de rentabilité ou ou quelque part d'efficience dans notre société. Mais ça a l'air d'être un symptôme plus profond, quoi, d'une maladie plus profonde. Écoute, où on ne croit plus à la vie. C'est ça, on est dans une espèce de société mortifère. Et puis il n'y a qu'à voir, on est entouré de guerres. Actuellement, on voit de la guerre partout autour de nous. Et on n'a pas le sentiment que dans notre pays, il y a de véritables démarches qui soient faites vers la paix. On a le sentiment qu'on est qu'on est poussé vers la violence, qu'on est poussé vers la guerre. Voilà, je pense que cette loi sur l'euthanasie fait partie de ça, fait partie de cette espèce de processus de dévivification, si je puis dire, de l'être humain, qu'on observe partout autour de nous. Ouais, comme si on était petit à petit dans un non-sens permanent, un monde de l'absurde, où la seule solution serait d'essayer de sortir de la escape game, quoi, exit de la matrice, pour arrêter de souffrir. Pourtant, la vie a un sens, même quand on est handicapé, même quand on est malade, même quand... Tu vois, j'ai essayé de pas émettre de connotations spirituelles jusqu'à maintenant, parce que chacun a ses croyances. Mais pour ce qui me concerne, malgré tout, je vais me permettre de donner un avis un peu plus profond. Je considère que quand on tombe malade, c'est qu'on doit vivre cette maladie, cette pathologie, pour y apprendre quelque chose. Et je considère, comme de nombreux médecins, que la maladie est une opportunité de changement. Quelque chose qui est là finalement pour nous aider. Et je continue à le penser, même dans le cas de maladies graves et incurables, qui sont très rarement graves et incurables d'emblée. Le corps nous parle, le corps nous tape à notre porte, le corps nous dit non, ta vie elle n'est pas bien là, là tu n'es pas en harmonie avec ton milieu, là tu ne fais pas de choses qui sont bonnes pour toi. Là il faut que tu opères des changements. C'est pas comme ça que tu vas arriver au bonheur. On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, on continue à se laisser aveugler par les portables, par la vie à 100 à l'heure qu'on construit autour de nous. On continue à se laisser submerger par l'angoisse qu'on infuse progressivement en nous. Et finalement, il va donner des symptômes. Et puis au bout d'un moment, va apparaître une maladie. Et là, le corps nous secoue un peu plus, nous dit là maintenant, il faut que tu changes. Là, dépêche-toi. Là, c'est grave, parce que tu es là, sur Terre, pour apprendre quelque chose. Tu es là pour comprendre. Tu n'es pas C'est pas du hasard. C'est pas du hasard, ta présence. Tu es là pour quelque chose. Et cette chose-là, tu dois le comprendre.
Et moi, je suis là, moi, la maladie, je suis là pour te le faire comprendre. Et effectivement, on peut mettre des œillères et continuer dans la mauvaise direction. Et là, le corps va nous rattraper. Mais nous avons besoin de vivre ce que la vie nous offre. Que ce soit en bien ou en ce qu'on considère comme étant mal. Parce que ça reste, et ça restera jusqu'au dernier moment, une possibilité d'apprendre. Pour moi, la mort est comme la naissance. C'est le passage d'un état à l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Quand on s'intéresse à la fin de vie, forcément, c'est la conclusion à laquelle on arrive. Hein, j'invite les gens à lire les livres de Moody, d'Elisabeth Kubler-Ross, qui sont une bonne source d'enseignement. Et donc, je pense que la mort doit se vivre, comme la naissance doit se vivre, comme la vie d'ailleurs. Et que l'euthanasie, c'est une façon d'éviter cette dernière leçon de la vie, et que c'est quelque chose de grave. Donc là, je me suis permis d'ouvrir un peu le débat. Évidemment, ça, ce sont mes opinions spirituelles. Mais pour le reste, cette loi va à l'encontre de tout ce que j'ai pu apprendre durant mon expérience de réanimateur qui s'est particulièrement intéressé à la question. Oui, cette maladie comme opportunité d'apprendre n'enlève rien à la souffrance qu'elle peut comporter, aux difficultés. On n'a pas dit qu'apprendre c'était facile. Peut-être que pour beaucoup de gens c'est très très violent, avec une extraordinaire souffrance où un des enjeux c'est l'entraide entre frères et sœurs humains. On peut trouver de l'aide, c'est ça. Et puis je reviendrai sur un point médical que tu as souligné. On a dit une maladie grave et incurable, mais on pourrait rajouter pour l'instant. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de maladies réputées graves et incurables au Moyen-Âge ou dans l'Égypte ancienne qui aujourd'hui sont résolues par un antibiotique, par un antiviral, par que sais-je encore. Donc finalement, cette loi, ce serait aussi renoncer quelque part à progresser dans le soin. C'est tout à fait ça, tu as tout à fait raison, c'est un véritable renoncement. Ah, vous avez une maladie grave là? Vous risquez d'avoir une maladie grave. Vous avez vos parents, vos grands-parents, vous avez un gène là qui montre que vous pouvez déclencher à tout moment une pathologie importante. Vous êtes sûr que vous voulez vivre? Enfin, voilà, tout est permis à partir de là. Vous êtes dans une famille de criminels. Votre papa, il a fini ses jours en prison pour avoir tué quelqu'un. Vous avez le gène. Enfin, ça ouvre la porte à tout. C'est incroyable. On ne se rend pas compte. On ne réalise pas, là, à l'heure actuelle, tout ce que ça peut entraîner, tout ce que ça peut induire, une loi comme celle-là. Après, il y a... D'ailleurs, ça a été très, très, très bien montré dans pas mal de films d'anticipation. Hein. Je pense à Minority Report, par exemple. Parfois, les gens qui ont fait des films d'anticipation se sont montrés assez visionnaires. Hein. Force est de le constater, parce qu'on voit apparaître des choses qui paraissaient être de la science-fiction il y a quelques années, on les voit. On ouvre une boîte de Pandore, la responsabilité serait de ne pas l'ouvrir. C'est ça. Et d'accepter de chercher autrement à résoudre des souffrances qui paraissent insolubles. La loi n'est pas décrétée de manière définitive, hein, elle a simplement été votée par les députés. Il reste le passage au Sénat, la navette parlementaire éventuellement, des amendements, des choses comme ça, et puis ensuite il faudra des décrets d'application. Voilà, il faut continuer à en discuter probablement, comme tu l'as dit, se renseigner, aller voir plus loin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose encore sur ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des éléments qui te sont importants à partager? J'ai envie de dire, de proposer aux gens qui nous écoutent de se relier à leur cœur, de ne pas rester dans une réflexion purement cérébrale, intellectuelle, mais de se relier véritablement à leur cœur, à leur ventre,
à eux-mêmes, en ce qu'ils ont de plus vivant au fond d'eux, d'aller chercher le bon sens ancestral, l'intuition, l'amour qui va se retrouver au fond d'eux, de réfléchir avec ça, de sentir. De sentir. Je pense que chaque être dans cet univers a les capacités de faire la distinction entre le bien et le mal. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous expliquer. On a tout ça au fond de nous. Et donc j'invite tous nos spectateurs à faire la même chose, à se brancher sur eux-mêmes, à descendre au plus profond d'eux-mêmes. Et là, ils sauront. Parce que le cerveau est extrêmement parasité de nos jours. Le cerveau, c'est un petit peu comme un ordinateur dans lequel tu peux mettre un programme. Mais le cœur, lui, ne trompe pas. Donc, reliez-vous à votre cœur. Et là, vous saurez. Merci Laurent pour cette invitation à aller se relier à la boussole intérieure du ressenti et des émotions avant même l'intellect, les arguments rationnels ou quoi que ce soit, pour essayer de retrouver un chemin éthique ou moral vers le bien. Je pense qu'on en a besoin dans un monde où on a l'impression que quand on ouvre la fenêtre, il y a beaucoup de mal qui se passe tout autour de nous. On se retrouve tout bientôt pour rediscuter de ces sujets-là. De toute manière, on va continuer à en discuter. Vous pouvez partager, liker, mettre un pouce en l'air, envoyer à vos amis, tirer à part des petits morceaux sous la forme de shorts pour les mettre sur TikTok, YouTube, Facebook, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi un rôle à jouer. Pouvez-vous aussi mettre vos témoignages, que vous soyez handicapé, porteur de maladie, si vous n'êtes pas d'accord aussi et que vous pensez qu'il y a une place pour le suicide assisté, pour l'euthanasie. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait voir cette place ? Quel garde-fou à l'éligibilité, quel contrôle pour éviter que ça puisse dégénérer dans l'élimination des plus faibles ou voire même dans des homicides déguisés en euthanasie. Merci à tous, merci à tous ceux qui vont nous publier et nous retweeter. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.